et vous la gardez. Et je vous écoute. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la maire de la Seine-sur-Mer, Messieurs les maires des communes de la métropole, chers collègues, je vais me permettre de résumer en une seule intervention ce que j'ai à dire sur les délibérations de ce Conseil métropolitain. En commençant par un chiffre, 3488. 3488, c'est le nombre de pages que j'ai reçues il y a juste une semaine. Ça prouve tout ce que la métropole a à gérer. J'ai essayé de tout lire, mais il est difficile de rentrer dans les détails et de faire des vérifications en si peu de temps. Je m'abstiendrai donc sur certaines délibérations, car prendre une décision de vote n'est pas un choix que j'aime laisser au hasard. Revenons au rapport d'activité 2020 et à la délibération courante sur le projet métropolitain. J'y ai lu beaucoup de belles choses. J'ai écouté avec plaisir M. Girand nous parler de ce rapport. En première lecture, tout est merveilleux. Mais quand on soulève un petit peu ces belles pages, je trouve que ce n'est pas à la hauteur de l'urgence climatique et de l'urgence sociale. Quel monde voulez-vous laisser à vos enfants et petits-enfants? Il faut agir avec détermination et en grand. C'est vous qui avez le vrai pouvoir. C'est vous qui pouvez décider de ce qui se passe dans nos villes. C'est vous qui devez agir sans attendre une législation française ou européenne. Ce sont vos administrés qui attendent que vous agissiez au plus vite, vu l'urgence. Les actions pour limiter le réchauffement climatique, adapter nos villes aux périodes de canicule et aux inondations, protéger les plus vulnérables de nos concitoyens, vous les connaissez, vous en parlez dans ces documents. Mais il faut agir encore plus vite. Je vais encore vous citer quelques-unes des plus importantes en 4 chapitres, car il faut garder le cap sur ce qui est important et urgent. Premièrement, limiter la voiture. On a bien vu ce matin les retards, et il y aura toujours plus de voitures si on continue comme ça. Donc on attend ce BHNS à défaut d'un tram, toujours rien de concret depuis 2 décennies. Il faut développer plus rapidement un réseau de pistes cyclables continues, permettant à 80% de la population d'être à moins de 800 mètres de ce réseau sécurisé, de la même manière que l'on essaye que chacun soit au plus près d'un arrêt de bus. Il faut encourager le commerce de proximité et interdire toute nouvelle construction dans les zones commerciales extérieures déjà surchargées. Il faut limiter les besoins extérieurs en énergie. On pense bien sûr à augmenter la production d'énergie renouvelable au niveau local, vous en parlez. C'est important et cela doit être fait. Et la meilleure énergie, vous le savez, c'est celle dont on n'a pas besoin. Ne serait-ce que du point de vue économique, lorsque l'on voit une augmentation du prix du gaz pour le chauffage s'envoyer de 40% sur l'année 2021, il faut isoler tous les vieux bâtiments, transformer les passoires thermiques, en commençant par les bâtiments publics, nos écoles, et en incitant les bailleurs privés à en faire autant. Oui, vous le faites un peu, mais il faut le faire beaucoup. Limiter l'éclairage public et l'éclairage publicitaire, non seulement pour réduire la consommation d'énergie, mais aussi pour réduire la pollution lumineuse, particulièrement nocive pour les oiseaux et même pour notre propre sommeil. Troisièmement, il faut se préparer au changement. La plus grosse dépense d'énergie électrique pour nos maisons n'est pas le chauffage en hiver, mais la climatisation en été. Cela ne va pas changer, bien au contraire. Il est donc urgent de planter des grands arbres dans les rues, pas juste des palmiers ou des orangers en bac, certes très jolis, mais sans véritable effet qui se coule. Seuls les grands arbres adaptés à notre climat et à feuilles caduques apportent de la fraîcheur en été, tout en laissant le soleil nous réchauffer l'hiver. Dans les centres-villes, ils apporteraient un confort qui serait aussi bénéfique au commerce que vous essayez tous d'aider. Il faut désimperméabiliser les sols au plus vite pour éviter les torrents dévastateurs pendant les orages méditerranéens. Les cours d'école, les trottoirs, les parkings ne devraient pas être imperméables. Et même augmenter au niveau du PLU le pourcentage de sol devant rester perméable. Et quatrièmement, se préoccuper encore plus des personnes précaires et des sans-abri. Oui, je lis de très belles choses pour leur venir en aide. Mais là aussi, ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu d'une population démunie, particulièrement dans certaines zones bien identifiées. Il y a par exemple encore de nombreux immeubles à réhabiliter dans lesquels il serait possible de faire du logement social. Pourquoi ne pas proposer des locaux parmi tous ces locaux vides en centre-ville pour des associations comme Emmaüs ou la ressourcerie de la Rade? Ils donnent des emplois à des personnes pour les insérer, ils favorisent le réemploi plutôt que le gaspillage, ils évitent les déchets, ils permettent de se fournir à ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter du neuf, et ils pourraient être en plus des moteurs commerciaux de nos centres-villes en souffrance. Prêtez les locaux vides pour des associations qui s'occupent des plus démunis pour les aider à devenir des personnes autonomes. Vous soutenez le milieu associatif, soutenez-le encore plus, c'est une aide fantastique pour améliorer le bien-être de tous. Les réhabilitations énergétiques doivent être accessibles à chacun, quelles que soient ses ressources.
Les bonnes solutions ne manquent pas. Vous vous inspirez de l'ODAT, mais aussi le CEREMA, les agences de l'eau, l'agenda 21. N'attendez pas que cela vienne d'une loi nationale ou européenne. Agissez pour vos villes comme tous les maires qui ont une vision à long terme. Ne vous mesurez pas à vos voisins qui prétendent lutter contre le défi climatique et les injustices sociales, mais ne font que des petites actions pour se donner bonne conscience. Prenez au contraire exemple sur les communes qui agissent vertueusement. Nous n'acceptons pas du greenwashing. Soyez à la hauteur de votre poste, courageux et ambitieux. Il faut que vous traitiez en priorité ce qui est urgent et important. Je me permettrai donc de vous poser la question de ce que vous aurez décidé de faire en plus pour ces urgences, quelles actions importantes, concrètes et planifiées, pas dans un an, mais dès le prochain Conseil métropolitain le 10 novembre. Est-ce que je peux compter sur vous? Merci d'avance pour vos actions. Merci, monsieur. Vous avez fait une intervention qui correspond à l'ordre du jour, en disant vous nous présentez un contrat métropolitain. Moi, je pense que c'est vous qui le dites, vous n'en faites pas assez, il faut. C'est votre rôle de le faire et de le dire avec le projet qui est le vôtre sur l'urgence climatique et bien d'autres choses. Il faut planter des arbres là où il n'y en a pas, il faut. Vous êtes... Vous savez, et nous sommes des maires, quels que nous soyons, des responsables, où que nous soyons, avec un juste équilibre. On est attaché, comme vous l'êtes, sur l'urgence climatique, sur le développement, l'intérêt. M. Girand a parlé de nos atouts, de les préserver. Préservation et développement, il est là le vrai débat. Et là, notre rôle à nous, c'est de trouver un juste équilibre. C'est cet équilibre qu'on essaie de proposer. Après, je comprends que vous disiez, vous n'en faites pas assez, faites-le. Moi, à votre place, j'en ferai plus. C'est votre rôle de le faire. Mais nous sommes là pour trouver le bon équilibre entre développement et préservation. Elle est là, la dureté de notre tâche. Après, écoutez, effectivement, vous estimez-vous que c'est votre rôle, on n'en fait pas assez? Jean-Pierre, tu voulais... Oui, Monsieur le Président. On a besoin de vous, monsieur. Vous êtes notre conscience. Mais une conscience n'est pas un acteur. Et c'est vrai que je crois que pour aller dans la direction où vous voulez nous entraîner et où on a envie d'aller, d'abord il faut distinguer le souhaitable et le possible. On n'est pas en totale liberté. Loin s'en faut. Les normes accumulées, les contraintes diverses et variées. Et le pays, vous voyez que je ne dis pas que tout ce que fait l'État est bien. On est le pays qui impose le plus de normes. Il n'y a pas un pays, plus que la France, qui impose autant de normes qu'en France. C'est dû à de nombreuses années, hein, mais en attendant, rien n'a changé de ce côté des normes. Et nous, justement, Jean-Pierre le dit, entre le rêve que vous faites et la réalité, il y a cet équilibre. Un exemple simple, mais vraiment pas. Qui ici ne serait pas d'accord pour lutter contre l'érosion du tombolo ouest de la presqu'île de Gien? Personne. L'inspecteur des sites qui devait donner son avis a mis 3 ans à venir. Que se passe-t-il pendant 3 ans? Éventuellement, on peut à la fin guérir un mort. Il y a l'action et l'émotion. Je dirais votre intervention est pleine d'émotion et nous pouvons la partager, mais c'est vrai qu'il faut parfois, quand on est aux responsabilités, se garder de l'émotion. Vous avez parlé des SDF. Nous avons chacun dans nos communes et sûrement la métropole des actions en faveur de ce public particulier. Mais la loi ne nous donne aucune possibilité de quoi que ce soit. Et quand d'aventure on se multiplie pour trouver des abris pour l'hiver, il reste en général totalement vide. C'est-à-dire qu'on se heurte à une réglementation qui est ce qu'elle est, et d'autre part à une culture qui est ce qu'elle est. Et
on ne se voit pas imposer notre culture ou violer les normes pour satisfaire d'ailleurs des demandes qui sont parfois contradictoires. C'est compliqué. Et donc, on accompagne des maraudes, des petites solutions, mais on est loin de la solution idéale à laquelle on pourrait éventuellement prétendre. Et puis, il y a, pas du tout pour revenir sur des sujets antérieurs, mais il y a le régalien et il y a l'action locale, métropolitaine ou communale. On ne peut pas tout mélanger. Je suis favorable, par exemple, à ce qu'on lutte contre le changement climatique. Enfin, bon, entre nous, on va écoper 2 gouttes d'eau pendant que des actions, non seulement nationales, mais internationales, ne sont pas menées ou ne sont pas suffisamment menées. Et on culpabilise systématiquement, bien sûr, les collectivités et au-delà des collectivités, le citoyen, qui ne fait pas son devoir pour lutter contre le changement climatique, la submersion marine et le reste, pendant que, ou l'empreinte carbone, pendant que on met des années, des dizaines d'années ou des siècles à modifier des modes de transport, à créer des lignes qui ne soient pas polluantes, etc., etc. Donc, souvent dans cette direction-là, comment dire, nous on fait de la pédagogie sur le terrain pour essayer que... Mais ça ne peut pas aller jusqu'à la bonne conscience facile. En réalité, il faut que parfois, quand ça lui est possible, l'État prenne davantage de responsabilités, l'État quel qu'il soit d'ailleurs, et l'État soumis lui aussi à des normes internationales. Mais moi, ça me fatigue un tout petit peu d'être montré du doigt éventuellement pour une action que je n'aurais pas fait ou un comportement personnel polluant pendant que je traverse une humanité qui ne fait aucun effort, enfin aucun effort fondamental. Voilà. Donc, on a besoin de vous. On a besoin de vous parce qu'il faut nous rappeler à ces devoirs qui sont des devoirs profonds, mais on a besoin peut-être aussi de nous pour être dans l'action et l'efficacité. Vous êtes un acteur du conseil municipal de la ville de Toulon et effectivement, vous me dites qu'il faut mettre des arbres. C'est ce que nous nous efforçons de faire, mais là aussi, les mettre là où on peut les mettre. Vous avez remarqué que, je ne prendrai que 2 exemples, les 16 000 mètres carrés de la Loubière, terrain industriel totalement pollué, se transforment en 16 000 mètres carrés d'espace vert, avec des arbres. Vous allez voir des beaux arbres, des grands arbres, des chênes, des pins. Quand il a fallu agrandir le jardin Alexandre Ier de 5 000 mètres carrés, nous l'avons fait. Donc, chaque fois qu'on peut mettre des arbres, nous le faisons. Après, il y a la réalité du quotidien et l'exigence du quotidien. Et donc, effectivement, elle est là, la difficulté de l'action. Entre penser, rêver, dire, effectivement, c'est bien. Mais après, il y a toujours ce juste équilibre avec l'action. Yannick, tu voulais... Merci, Monsieur le Président. Je vous redonne la parole, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Notre collègue a évoqué un certain nombre de points. Je ne vais pas être long, simplement sur la question des mobilités. Il a pris l'exemple de la journée et de ce matin pour démontrer que le BHNS est nécessaire. En réalité, si aujourd'hui nous avons des difficultés, certes c'est parce qu'il y a des travaux, mais c'est aussi parce que nous transportons traditionnellement à peu près 100 000 personnes par jour et qu'aujourd'hui nous avons 50% des lignes du réseau Mistral qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a une grève au sein de la RMTT. Et donc c'est la parfaite démonstration que quand nous sommes en situation normale et que nous transportons 100 000 personnes par jour, les difficultés en matière de mobilité, je mets de côté naturellement les travaux sur la 57, sont des difficultés qui sont absorbées. Et aujourd'hui, BHNS ou pas, de toute façon, nous aurions des difficultés en matière de mobilité. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il faut, et c'est important que notre collègue le sache, il faut rappeler que sur le territoire métropolitain,
chaque citoyen est en général à moins de 400 mètres d'un arrêt de bus du réseau Mistral. C'est un véritable exploit parce que nous avons sur le territoire des communes qui sont moins denses et qui sont très étalées pour certaines, et être à 400 mètres d'un arrêt de bus, c'est évidemment très important. Et puis le dernier élément que je voulais préciser, c'est que nous faisons une évaluation de l'efficacité de nos politiques depuis un certain nombre d'années. Et évaluer l'efficacité de nos politiques, notamment en matière d'évolution et d'amélioration de la qualité de l'air, c'est fondamental. Parce que si nous ne le faisions pas, quelque part, on ne se rendrait pas compte si nous sommes efficaces ou pas. Et il se trouve que nous sommes efficaces. Le soufre, entre 2007 et 2018, le soufre, c'est ce qui se dégage des fumées des bateaux. Ben, le soufre a chuté de 59%. Les NOx ont chuté de 34,69%. Donc la qualité de l'air s'améliore. Ça veut dire qu'il faut continuer, que nos stratégies en matière de mobilité sont de bonnes stratégies. Vous avez la parole. Merci. Oui, je vais répondre d'abord à M. Girand, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous que les priorités, c'est peut-être au niveau mondial. Je vous conseillerais d'investir votre argent dans une banque éthique plutôt que de l'investir dans les banques qui vont dans le pétrole. Il est prouvé que pour quelqu'un qui a 25 000 euros de patrimoine, c'est la banque, c'est là où il les a placés en banque qui peut constituer le plus de pollution. Il pourra trier ses déchets, mais ce sera son argent en banque qui va constituer le plus de pollution. Je pourrais plus vous parler aussi des politiques européennes et françaises, qui sont effectivement, où là j'ai beaucoup de choses à dire, mais nous sommes au Conseil métropolitain. Et du coup, je montre le doigt sur ce qui est de l'action du Conseil métropolitain ou des conseils municipaux. C'est pour ça que je montre le doigt vers vous, mais ce n'est pas parce que je vous considère comme les plus responsables. C'est juste parce qu'on est dans cette enceinte et on va travailler sur cette enceinte. Et dans cette enceinte, quand je vois, par exemple, alors je connais surtout, effectivement, je fréquente beaucoup le centre-ville de Toulon parce que je l'aime beaucoup. Quand je vois toutes ces places refaites, peut-être que chaque fois qu'on refait une place, on pourrait se poser la question, est-ce que l'on met un revêtement perméable ou est-ce que l'on met du goudron? Ou est-ce qu'on met des pavés qui laissent passer l'eau ou pas? Autour des arbres, on voit que c'est un peu concentré. Mettre des plus grands arbres sur les places qui sont renouvelées, parce que vous renouvelez énormément le centre de Toulon. Alors excusez-moi, je prends l'exemple du centre de Toulon, mais c'est pour toutes les villes de la métropole. Donc voilà, j'aimerais les arbres à la Loubière, c'est superbe, mais c'est les arbres devant les immeubles pour rafraîchir les immeubles qu'il faut mettre. La mobilité, oui, bien sûr, on a peut-être une journée particulière, et 400 mètres d'un arrêt de bus, c'est très bien, mais il faut que pour que les gens prennent le bus, il faut que les bus soient plus rapides que la voiture, parce que souvent, il y a un comparatif qui est fait, c'est quel est le temps que je vais mettre pour aller en ville, à vélo, en bus ou en automobile. Et si le bus est ralenti par plein de raisons, les gens prendront plus facilement un autre moyen de transport. Et si le vélo, il n'y a pas un moyen sécurisé d'y aller, on a peur et on va prendre la voiture. Voilà, c'est des petites remarques pour vous dire que j'essaie d'agir sur la métropole, sur les mairies, enfin sur les municipalités, parce qu'effectivement, c'est le rôle de cette Assemblée. J'espère être votre bonne conscience et qu'elle vous fera agir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Leroy.